Donc avec la première question. Alors n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je parcourrai les commentaires au fur et à mesure, mais on va déjà parcourir les premières questions qui ont été déposées donc, sur notre site internet. Alors il y a Myriam qui nous demande: bonjour, j'hésite à me joindre à la plainte car elle porte sur le déni et le refus de soins. Or mon rhumatologue qui nie mon infection et refuse de voir mes résultats m'affirme que je suis atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde pour laquelle il me propose un traitement, des immunosuppresseurs que je ne supporte pas. J'ai donc cessé de le consulter car il s'entêtait à vouloir me faire prendre ce traitement. À ce jour, le dernier rhumatologue auquel je pouvais demander un second avis me refuse un rendez-vous sous prétexte que j'ai déjà un spécialiste qui me suit. Je suis donc dans une impasse. Ma question: puis-je être débouté et poursuivi puisque le rhumatologue ne refuse pas de me soigner pour une polyarthrite et non pour un Lyme? Et si le juge prenait parti pour les résultats fiables des tests et décidait de débouter les plaintes au prétexte que sans maladie, pas de soins? Je vais essayer de répondre à ça de façon simple. On est dans une plainte pénale qui porte sur un principe. C'est-à-dire que le principe que nous avons mis en avant est le principe selon lequel la maladie de Lyme dans sa forme chronique, c'est peut-être pas d'ailleurs la bonne terminologie, mais enfin c'est la terminologie que nous allons employer ce soir pour essayer d'être à peu près concis dans nos explications, est niée par un certain nombre de professeurs, de médecins, de scientifiques, alors que d'autres reconnaissent l'existence de cette forme chronique, qu'à l'étranger l'existence de cette forme chronique est aussi reconnue, et que pour le moins, il existe un débat scientifique qui est à la fois un débat fourni et un débat de principe. Donc ce que je dis dans ma plainte, et ce que vous dites dans votre plainte, c'est qu'on ne peut pas, au regard des connaissances acquises de la science au moment où nous parlons, avoir une position dogmatique de négation de cette maladie. Je vous rappelle ce principe pour essayer de vous faire comprendre que la plainte que nous déposons n'a d'intérêt que par le nombre. C'est-à-dire que la justice ne va pas rentrer dans le débat de chaque cas particulier. Elle va avoir 200, 300, 500, 2000 plaintes à traiter, 2000 personnes qui vont estimer, pour des raisons multiples, et quelle que soit par ailleurs leur prise en charge médicale, et quel que soit par ailleurs ce que leur a dit leur médecin traitant ou les spécialistes qui les ont reçus, que cette maladie n'est pas prise en considération comme elle devrait l'être. Voilà ce que nous disons. Donc ce que dit cette patiente est sans doute tout à fait judicieux, mais nous ne sommes pas dans le cas particulier de son dossier. Nous sommes dans un principe, elle sera associée à ce principe, associée à cette contestation, associée au fait qu'elle estime que sa pathologie, qui est donc un Lyme chronique tel que nous le définissons, n'est pas prise en considération pour ce qu'il est, et qu'elle est confrontée à une errance médicale auxquelles bien d'autres patients sont confrontés sous toutes leurs formes d'errance, et que ce soit avec des médecins qui les reçoivent, des médecins qui ne les reçoivent pas, des médecins qui contestent ces pathologies, des médecins qui viennent dire, ou des professeurs qui viennent dire que tout ceci relève de la psychiatrie et non de la pathologie physique. Enfin, tous ces éléments qui de toute façon seront débattus, mais encore une fois, au travers du nombre et au travers d'une situation que nous décrivons comme atteignant des centaines et des centaines de personnes. Donc il ne faut pas craindre, comme je le vois trop souvent dans ceux qui m'interrogent par téléphone, par écrit, dans le cadre de cette procédure depuis qu'elle a débuté, il ne faut pas craindre la spécificité de son dossier. Lorsque je vous demande des témoignages, c'est pour étayer nos plaintes et pour expliquer les choses, mais bien évidemment que chaque cas n'est pas pris individuellement, n'est pas pris dans son questionnement élémentaire médical, ne sera pas soumis à une expertise spécifique concernant ce cas, mais sera pris pour ce qu'il est, un témoignage parmi de très nombreux témoignages
de tous ceux qui estiment aujourd'hui en France ne pas voir une pathologie qui, encore une fois, correspond à une donnée acquise de la science, être traitée et prise en considération comme cela devrait l'être. Merci maître. Ensuite, on avait une question de un malade, c'est comme ça que la personne a noté son nom. Elle dit « Je voudrais participer malgré mon budget très serré. Jusqu'à combien de versements on peut faire des chèques post-datés pour payer la plainte ?» Alors, j'ai essayé de faire un tarif qui soit tout à fait raisonnable. C'est vrai que j'ai vu passer des commentaires sur Facebook qui ne sont pas forcément toujours sympathiques, de gens qui s'imaginent à peu près tout comprendre, tout connaître. On rappelle dans ces commentaires que la tarification horaire d'un avocat peut être de 300 € de l'heure, c'est vrai. À Paris, compte tenu malheureusement de mon expérience, parce que ça fait 30 ans que je suis avocat, ça serait plutôt de 450 € de l'heure. Mais on n'est pas sur une tarification horaire, on est sur une action qui quelque part ressemble à une action de groupe. Donc encore une fois, 240 €, c'est-à-dire 200 € hors taxe plus 40 € de TVA, c'est individuellement pas grand-chose. Et bien évidemment que personne ne pourrait mener à bien une plainte pénale de cette nature avec 240 €. Mais le nombre des plaignants permet de faire en sorte que le nombre d'heures que je peux consacrer à ce dossier et le nombre d'actes qu'il sera nécessaire de faire, le combat qui devra être mené, le sera avec des moyens financiers qui seront pour moi raisonnables et qui permettront de mener ce combat comme il doit être mené. Donc la question d'argent est diluée dans le monde, mais elle n'est pas une question essentielle. Il faut que chacun puisse contribuer, encore une fois, à une hauteur qui me paraît raisonnable, dans la mesure de ce qu'il peut et comme il peut. Certains m'envoient des chèques de 40 €, d'autres m'envoient des chèques de 30 € à encaisser mois après mois. Ce n'est pas des procédures qui vont aboutir en quelques semaines, ce sont des procédures qui sont relativement longues. Donc si ce malade, pour reprendre la terminologie qu'il emploie, souhaite m'envoyer plusieurs chèques, qu'il le fasse. Pas des chèques post-datés ni antidatés, des chèques simplement sur lesquels il marque la date à laquelle il souhaite que ces chèques soient déposés, et ils le seront déposés de façon successive, mois après mois, semaine après semaine, jusqu'à temps que la somme de 240 € soit totalement réglée. Mais encore une fois, ces questions de règlement ne doivent pas arrêter les plaignants. C'est votre nombre qui est important. Plus vous êtes nombreux à déposer plainte, plus nous serons entendus par la justice et plus nous aurons les moyens de faire face à une procédure qui sera longue et difficile. Difficile parce que nous avons des détracteurs, parce que ces détracteurs sont puissants, parce que leur position est ferme, parce que leurs attaques sont violentes et que nous devons répondre à ces attaques avec une argumentation juridique, une argumentation scientifique et une détermination qui ne peut résulter que du nombre que nous sommes. Merci maître. Ensuite, nous avons une question de Ardayou qui nous demande « Bonjour, question financière. La somme demandée est pour le début ou est-ce qu'il faudra redébourser de l'argent au cœur du processus ?» Merci. Alors, il m'a semblé avoir été clair sur ces questions financières depuis le départ. J'ai appliqué un forfait. Un forfait, c'est-à-dire que c'est une somme qui est versée une fois pour toutes, quelle que soit la durée de la procédure, quelle que soit la complexité de la procédure, quelles que soient les étapes auxquelles nous allons devoir faire face. Nous irons peut-être en appel, nous demanderons des expertises, des contre-expertises, il y aura une instruction qui va durer, il y aura sans doute dans le cadre de cette instruction la nécessité de saisir la chambre de l'instruction, c'est-à-dire une cour d'appel qui est là pour surveiller en quelque sorte ce que fait le juge d'instruction. Toutes ces actions sont englobées dans les 240 €, c'est une somme forfaitaire, globale et définitive. Rien ne viendra s'ajouter de la poche des plaignants à ces 240 €. Si ensuite, dans une seconde phase, nous demandons des dommages et intérêts pour que chacun puisse avoir son préjudice réparé dans la mesure du possible, à une hauteur qu'il faudra déterminer, cette fois cas par cas, viendra s'ajouter à la détermination de ce préjudice une somme qui sera allouée par la partie adverse à l'avocat. Mais ce n'est pas des sommes que vont débourser les plaignants. Les plaignants, eux, n'ont à débourser une fois pour toutes que 240 €
encore une fois, en réglant cette somme, si c'est important, et je peux l'entendre, de façon échelonnée, si cela leur convient. Merci maître. Ensuite, on a une question de Annick qui nous demande « Bonjour, je m'interroge sur le fait de participer à cette plainte en tant que Belge résidant en Belgique. Cela doit bouger partout, y compris chez nous. Est-ce que votre action serait opportune en ce cas ?» Alors, l'opportunité, c'est une question. Ensuite, le problème géographique en est une autre. L'opportunité, c'est opportun d'agir partout où l'on doit agir. Et effectivement, des plaintes au niveau européen, ça peut se faire, ça peut s'envisager, et c'est d'autant plus efficace, d'autant qu'il n'est pas certain que la justice française et que la justice belge aient le même point de vue sur une situation identique. Maintenant, est-ce que je peux faire en sorte que cette plainte d'une patiente belge qui vit en Belgique soit introduite devant une juridiction française? Non. Il faudrait qu'un certain nombre de patients me saisissent pour que je puisse faire en sorte que cette procédure soit diligentée devant les juridictions belges. Il y a à peu près l'équivalent du parquet en Belgique qui est en charge des problèmes de santé. Il suffit de saisir le parquet de Bruxelles et c'est lui qui diligentera la procédure pénale, comme le fera le parquet de Paris pour la plainte dont nous sommes en charge. Déposer cette plainte à Paris, c'est impossible. Mais la déposer à Bruxelles, s'il y a de nombreux amis belges qui souhaitent déposer une plainte, je suis compétent pour le faire n'importe où en Europe, donc je pourrais effectivement mener une action à Bruxelles. Merci maître. Ensuite, on a une question de Pernod qui nous dit « Bonsoir, j'ai des doutes sur le fait que je puisse être concerné pour les raisons suivantes. Premièrement, symptômes nomades, variant, bon là on a déjà la réponse en fait, variant selon les années et ce depuis 52 ans, rien ne prouve en soi que ce soit Lyme. Deuxièmement, à la retraite, donc pas d'impact sur une activité professionnelle. J'ai tenu bon sans savoir ce que j'avais quand je travaillais. Troisièmement, je me soigne par phytothérapie et pas par antibiothérapie, donc en quoi vais-je être concerné par la chronicité vis-à-vis d'un juge? Et quatrièmement, découverte Lyme il y a 3 ans suite à errance médicale avec de nouveaux symptômes, plus liés au manque de formation des médecins qu'à leur mauvaise volonté. Merci de votre point de vue. Alors, le problème, il y a plusieurs aspects dans cette question. C'est-à-dire que les questions sont très riches et elles recouvrent plusieurs réalités qui nécessiteraient de ma part des réponses très précises sur chacune des questions posées. Je vais essayer de répondre de façon en distinguant les diverses formes de questions qui me sont posées. Qui est concerné par cette plainte? Tous ceux qui estiment être confrontés, d'abord être victimes d'une maladie de Lyme, sous sa forme chronique ou pas, ne pas être entendus compte tenu de cette pathologie, être confrontés à une errance médicale et être absolument abasourdis par la résistance dogmatique de certains qui leur opposent des réponses qui ne sont pas audibles pour ceux qui souffrent. Donc ce que je constate dans la lettre qui nous a été écrite, ou en tout cas dans la question qui nous est posée, c'est que ce monsieur souffre depuis un certain nombre d'années, que sa vie quotidienne en est impactée, qu'il a été confronté à une errance médicale, que lui estime qu'il est victime de la maladie de Lyme, et peu importe, parce qu'on sait ce que l'on doit penser à l'heure actuelle d'un certain nombre de tests faits en France et de leur fiabilité, que les tests l'ont révélé comme étant effectivement atteint de sa pathologie ou pas, à partir du moment, encore une fois, où lui estime que cette situation lui est applicable et qu'il se sent en son fort intérieur comme étant victime d'une injustice, cela suffit à agir. Nous n'allons pas rentrer cas par cas, expertise par expertise, dans le détail de la situation de chacun des plaignants. En tous les cas, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là et vraisemblablement que nous n'en serons jamais là. Ceux qui sont aujourd'hui avec le sentiment d'être victimes de cette situation et d'être confrontés à une opposition systématique alors qu'ils souffrent d'une pathologie que eux considèrent être comme la maladie de Lyme, cela suffit à agir. Que personne ne soit arrêté par ces situations telles que celles décrites où l'on peut s'imaginer se mettre à la place d'un juge en se disant peut-être que ma pathologie et que la façon dont elle a été traitée ou que le traitement que je prends ou que la façon dont a réagi les tests à mon égard
serait un écueil. Non, ce n'est pas un écueil. C'est d'abord le sentiment d'injustice et d'appartenance à un groupe humain qui, comme vous le dites dans votre association, se bat pour avoir le droit de guérir, qui est suffisant pour pouvoir agir. Merci maître. Ensuite, on a une question de Kneper qui nous demande bonjour à tous. Pouvez-vous nous dire si l'action pénale est réservée aux ressortissants de nationalité française ou bien ouverte à tous? En est-il de même pour l'action ordinale? Merci. Alors, je vais essayer d'être précis là aussi. La nationalité du patient n'a aucune importance. Que l'on soit français, anglais, belge, chinois, ce que vous voudrez, à partir du moment où vous vivez en France et où vous êtes confronté à une situation telle que celle que nous décrivons depuis maintenant un quart d'heure en France, il n'y a pas de difficulté à déposer plainte. Si maintenant vous êtes un ressortissant français à l'étranger, la situation est là totalement différente et votre capacité à agir n'est pas possible. Et de la même façon, si vous êtes un ressortissant étranger vivant à l'étranger, la France n'est pas compétente pour traiter de ce problème. Donc peu importe encore une fois la nationalité, votre nationalité, si vous êtes en France et si vous êtes confronté à une ou toute partie de ces situations que nous décrivons, telles que par exemple l'errance médicale, en France, bien évidemment que les juridictions françaises sont compétentes. Merci maître. Ensuite, on a une question de Claudette qui nous demande « Bonjour, pour ma plainte pénale, faut-il que je fasse mon témoignage manuscrit ou puis-je le faire sur mon ordinateur, imprimé, entre parenthèses, ce qui serait plus lisible? Et dois-je joindre mes résultats d'analyse à ce témoignage? Merci de me renseigner, bonne soirée. » Pour l'instant, nous en sommes à une phase où nous essayons d'avoir un nombre significatif de plaignants. Nous y arrivons jour après jour, mais le flot de ces plaintes, pour l'instant, est assez mince. Il faudrait que les choses s'amplifient. Les témoignages pourront toujours arriver dans un second temps. De toute façon, encore une fois, ces procédures sont des procédures qui vont durer un certain nombre de temps et nous aurons toute l'attitude pour pouvoir les alimenter pour chacun des cas et pour chacune des personnes qui aura déposé plainte. Il importe peu que ce témoignage soit manuscrit ou qu'il soit dactylographié. Il importe peu, pour l'instant, que je sois en possession des éléments de preuve, de votre dossier médical, des analyses que vous avez pu faire. Tous ces éléments viendront dans un second temps et on va vous contacter un par un pour essayer de faire en sorte que votre dossier, le moment venu, c'est-à-dire le moment où la question se posera de la réparation du préjudice, soit le plus fourni possible. Pour l'heure, je n'ai besoin que de votre volonté de déposer plainte, un exposé succinct de la situation à laquelle vous êtes confronté, ou même un appel téléphonique, parce que je constate que vous n'êtes pas très nombreux à m'appeler, mais il n'y a pas que Facebook et que ces lives que nous faisons, qui sont tout à fait agréables, mais qui limitent le questionnement et où chacun ne peut pas s'exprimer comme il voudrait s'exprimer et me poser des questions qu'il voudrait me poser. Nous avons une ligne téléphonique, c'est le 01 47 03 01 01, par laquelle vous pouvez me joindre quand vous souhaitez ou joindre ma collaboratrice qui est en charge avec moi de ce dossier. On répondra à toutes vos interrogations, on vous épaulera, on vous guidera, on vous dira ce qui est nécessaire. N'hésitez pas à appeler, c'est la façon la plus rapide d'avoir une réponse, c'est plus facile que le mail, c'est plus facile que les lettres auxquelles je devrais répondre. Appelez-moi, je vous répondrai et je vous dirai pour chacun d'entre vous ce dont j'ai besoin et ce que j'attends de vous. Mais pour l'heure, ce que j'attends, c'est votre volonté de déposer plainte en vous estimant victime et en m'apportant simplement quelques éléments qui me permettent de vous positionner dans le cadre de cette plainte. À quoi avez-vous été confronté? À un déni, à un refus, à une errance, à une absence de prise en charge? Peu importe, mais dites-moi simplement quel est votre mécontentement et quelle est la raison pour laquelle vous estimez être vous aussi victime de cette injustice et vous rattacher à ce groupe de personnes qui entendent agir pour faire entendre leur voix judiciairement en espérant que le discours de la justice, et moi je l'espère, et je pense que nous y arriverons, soit différent de celui de la position dominante d'une certaine frange scientifique qui continue à penser que le Lyme, et singulièrement le Lyme chronique, est une pathologie purement intellectuelle. Merci maître. Il y avait une question de Valérie que vous devez avoir sur votre téléphone. J'ai vu la question de Valérie. Donc Valérie nous pose la question de savoir si ce déni du Lyme chronique n'est pas une façon d'entretenir médicalement un certain nombre de patients
et d'alimenter derrière une économie qui pourrait être une économie médicale liée au fait que toutes ces personnes sont suivies au long cours avec des traitements onéreux. Vraisemblablement que des traitements beaucoup plus simples et qu'une prise en considération du Lyme chronique ferait perdre à certains des intérêts financiers qui seraient importants. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais c'est aussi un objectif de la plainte. C'est que de deux choses l'une, même si j'ai horreur de systématiser et de simplifier les choses, mais soit nous sommes confrontés à des gens qui de bonne foi contestent cette réalité à laquelle vous êtes confrontés, parce qu'ils ne sont pas au courant de la littérature internationale, de l'état de la science, et que leur opinion peut être différente de bonne foi d'une opinion telle que développée ailleurs. Et dans ces cas-là, on rétablira la vérité telle qu'elle doit être rétablie. Soit nous sommes confrontés à quelque chose de plus compliqué, une volonté politique, une volonté économique, une volonté scientifique, et là, nous le démontrerons et nous obtiendrons, si tel est le cas, des réparations et des condamnations qui seront beaucoup plus importantes. Venir dire responsable mais pas coupable, c'est une chose. Venir dire avoir sciemment entretenu une situation qui fait qu'aujourd'hui vous êtes confrontés à ce désastre auquel vous êtes confrontés les uns et les autres, c'en est une autre. Et si véritablement il y a eu un élément intentionnel, quel que soit le mobile de cet élément intentionnel, nous le démontrerons, et après avoir démontré ceci, nous ferons en sorte que les réparations et que la vérité soit faite, et que les réparations et que les sanctions soient à la hauteur de ce que vous avez subi. Merci maître. Bon, on a une question de Catherine qui nous demande combien de plaintes déposées à ce jour. Alors pour l'instant, aucune plainte n'est déposée, car je vous ai indiqué il y a 15 jours lors de notre premier live que j'attendais d'avoir atteint le niveau de 100 plaintes pour pouvoir déposer ces plaintes. C'est-à-dire que je ne cesse de vous le répéter, mais l'efficacité de cette action et la prise en considération de cette action par la justice ne peut être liée qu'au nombre. Quand vous déposez 100 plaintes auprès du parquet de la santé à Paris, auprès du procureur de la République dans une section spécialisée en matière de santé, nous sommes face à un problème de santé publique et le parquet ne peut pas faire autrement que de s'alarmer de la situation et de donner à ce dossier l'importance qu'il se doit. Pour l'instant, les 100 plaintes n'ont pas encore été atteintes et donc je n'ai pas procédé à ce dépôt de plainte. Je compte sur vous pour que nous atteignions ce chiffre. J'espère que nous l'atteindrons avant la fin du mois de mai, mais pour l'instant, le flot est encore timide et je reçois 2, 3 plaintes, 4 plaintes par jour, mais pas plus, alors que je m'attendais à recevoir beaucoup plus de plaintes dans un premier temps. Mais je constate que la machine a du mal à se mettre en marche, sans doute parce que certains ne comprennent pas l'utilité de cette plainte, que certains sont un peu hésitants, que d'autres s'imaginent qu'ils seront peut-être trop impliqués, qu'ils n'ont pas envie de se mettre en avant. Toutes ces interrogations, elles sont légitimes. Toutes ces questions, vous pouvez me les poser. Mon objectif n'est pas de vous contraindre à déposer plainte si vous ne le souhaitez pas, mais mon objectif est de vous rassurer, de vous remettre votre plainte spécifique dans le contexte général et dans le flot des plaintes qui seront déposées, et vous dire que votre pierre à l'édifice est nécessaire, mais qu'elle n'apparaîtra pas davantage que la pierre d'à côté, qui est tout aussi importante que la vôtre. Donc encore une fois, c'est le groupe, c'est le nombre qui fera notre action. Le chiffre de 100, lorsqu'il sera atteint, je vous le dirai Mathias, et je ferai en sorte que le dépôt de cette plainte se fasse médiatiquement pour que chacun en soit informé, avant d'en être informé individuellement, parce que bien évidemment que j'écrirai à chacun pour leur dire que la plainte est déposée, pour leur donner le numéro de parquet, et pour leur dire quelle aura été la réaction du parquet le jour de ce dépôt de plainte. Merci maître. Ensuite, on a Carole qui nous demande, bonsoir à tous, bonsoir maître, est-on sûr que cette plainte ne se retourne pas nominativement contre chacun de nous? Non, on en est sûr. On en est sûr parce que le caractère collectif de cette plainte fait qu'elle n'est pas personnalisée. D'abord, c'est une plainte contre X, donc je ne sais pas qui pourrait se retourner contre qui. Et ensuite, on ne va pas se retourner contre vous spécifiquement. Pourquoi vous plutôt que les 500 autres personnes qui ont déposé plainte? Donc se retourner contre 500 personnes ou 600 personnes qui viennent dire à la justice
je souffre, je ne suis pas entendu, je ne sais pas les raisons pour lesquelles je ne suis pas entendu, mais ce que je peux vous dire, c'est que ma vie est détruite et que chaque fois que j'explique que ma vie est détruite à cause de la maladie de Lyme, on me répond que c'est dans ma tête que ça se passe et que c'est à l'hôpital psychiatrique qu'on va me traiter. Je ne vois pas quelle justice, et sûrement pas la justice française, serait en mesure de pouvoir sanctionner ceux qui font ce type de dénonciation, qui n'ont rien de calomnieuse. Rien de calomnieuse parce que ce que vous le ressentez dans votre chair, ce que vous le vivez au quotidien, que personne ne peut contester votre bonne foi. Donc cette crainte de voir ces plaintes se retourner contre vous, il faut absolument que vous l'enleviez de votre tête et que vous ramenez ceci à une juste réalité. Vous êtes des victimes et comme toute victime, vous pouvez ne pas être entendu, ça peut arriver, mais c'est tout ce qui peut vous arriver. Vous ne pouvez pas être condamné pour être une victime et avoir dit que vous étiez victime. Merci. Ensuite, on a Evelyne qui nous demande prendrez-vous des médias avec nous pour notre défense? Des professeurs vont-ils être associés? Alors, il y a deux aspects. L'aspect médiatique. L'aspect médiatique est important parce qu'on voit que le combat médiatique a déjà commencé. Mathias, vous m'avez adressé déjà des articles qui montrent que les autres n'ont pas attendu que les plaintes soient déposées pour passer à l'attaque. Ils sont déjà passés à l'attaque. Donc le combat médiatique a déjà commencé et dans ce combat médiatique, nous avons un certain nombre de journalistes, de médias qui sont prêts à nous entendre, à nous écouter, à nous aider, à nous épauler, à faire en sorte que nos propos et que notre position soient mieux comprises, soient partagées par le grand public. Et puis à côté de ça, il y a des scientifiques et des professeurs de médecine et des médecins qui sont convaincus de la légitimité de notre combat et qui sont prêts à venir témoigner et qui sont prêts à venir nous épauler et qui sont prêts à venir apporter leur contribution scientifique. Donc bien évidemment que ce combat, je ne vais pas le mener tout seul. Moi, je suis en mesure de faire du droit et de faire entendre votre voix. C'est le rôle de l'avocat. L'avocat, c'est celui qui porte la voix. Mais je ne suis pas en mesure de pouvoir scientifiquement démontrer un certain nombre de choses. Et pour cela, nous allons faire appel à nos experts, qui sont soit des experts désignés par le tribunal, soit des experts privés, soit toutes ces bonnes volontés scientifiques et médecins qui viennent nous dire que nous sommes légitimes dans notre combat et que ce que nous disons ne relève pas de la fantaisie, mais de la réalité médicale, et que cette réalité médicale, malheureusement pour ceux qui nous dénigrent et ceux qui nous combattent, est une réalité médicale et scientifique qui est établie. Et si je prends les données acquises de la science au moment où nous parlons, ces données acquises de la science montrent que nous avons raison. Merci maître. Ensuite, on a Maïra qui nous dit bonsoir. Comment faire intervenir l'aide juridictionnelle? Est-ce que vous ou est-ce que c'est vous à nous de faire la demande? Alors, on en revient au problème des honoraires, qui est un problème qui est récurrent, et je comprends que ça a de l'importance. Je vous ai dit quelle était ma position. Ma position, c'est de faire en sorte de prendre un honoraire minimum, parce que vraiment 240 €, c'est vraiment le minimum que je puisse demander à chacun. Combien même seriez-vous 2000 à déposer cette plainte? En contrepartie de ces 240 €, on ne rentre pas dans un dossier judiciaire du point de vue des honoraires classiques. Si nous étions dans un dossier judiciaire classique, et si, pardonnez-moi, j'ai oublié le prénom de la jeune fille, Maïva Non, je ne me souviens plus. Bon, enfin, de la jeune fille qui nous a posé la question, si elle devait mener cette action toute seule... Ah, Maïra, pardon. Maïra, pardon. Si elle devait mener cette action toute seule, c'est bien évidemment pas 240 € que lui coûterait cette action. Donc dans cette hypothèse-là, comme ça serait des sommes importantes, encore une fois, la tarification horaire de l'avocat, c'est entre 300 et 500 €. Cette action, ça lui coûterait plusieurs milliers d'euros. Donc là, l'aide juridictionnelle pourrait venir faire en sorte de se substituer à elle pour régler l'avocat. Mais dans le cas présent, l'aide juridictionnelle, qui d'ailleurs me rapporterait plus que 240 €, parce que si je devais demander une aide juridictionnelle, ou si elle devait demander une aide juridictionnelle pour ce type de dossier, les sommes seraient beaucoup plus importantes. Moi, personnellement, je ne m'en occuperai pas, et je n'ai pas le temps matériel de m'en occuper, parce que c'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup de papiers, et l'aide juridictionnelle n'est pas attribuée à tout le monde. Il faut vraiment que les conditions pour lesquelles cette aide juridictionnelle puisse être attribuée soient remplies.
Donc si cette jeune fille comme d'autres veulent aller auprès de l'aide juridictionnelle et faire en sorte que celle-ci leur soit attribuée, qu'elle le fasse, mais personnellement je ne peux pas m'en occuper. Par ailleurs, et dans d'autres dossiers que j'avais à traiter, en particulier pour des médecins qui étaient poursuivis par leur ordre dans le cadre de ces traitements du Lyme, j'avais indiqué à tous ceux qui avaient souhaité déposer plainte à l'époque qu'il était vraisemblable que les assurances puissent prendre en charge tout ou partie des honoraires. Alors, les assurances ont des barèmes, les assurances ont des tarifs, mais d'une manière générale, elles accordent des sommes, je dirais pas importantes, mais confortables pour les actions que doit mener un de leurs assurés, quel que soit le type d'action. Assez évidemment, dans le cadre de ces actions-là, et bien que ça soit 240 €, ça a été de façon incessante des demandes de justification. Ça ne rentrait pas dans les cases. On n'était pas sur un problème de voisinage, on n'était pas sur un problème de responsabilité médicale pure, on n'était pas sur un problème d'agression, de vol, etc. Donc toutes ces assurances qui sont des assurances défense-recours avaient beaucoup de mal à comprendre les choses et ça m'a pris un temps énorme pour essayer de débloquer quelques dossiers. Certains dossiers ont été débloqués, certaines assurances ont versé les sommes, mais la plupart d'entre elles n'ont même pas compris ce qu'on leur demandait et comme on ne rentrait pas dans la bonne case, elles n'étaient pas en mesure de pouvoir prendre en charge ces 240 €. Donc là encore, faire les démarches auprès de son assurance, pourquoi pas? Et il faut le tenter parce que dans quelques cas ça a fonctionné. Mais moi personnellement, je ne peux pas m'occuper de ce type de démarches qui sont très chronophages. Merci maître. Ensuite, on a Evelyne qui nous pose une seconde question. Elle nous dit: le 12 mai approche, maître, journée mondiale de la fibromyalgie. Pensez-vous pouvoir vous joindre à nous, considérant le nombre de fibromyalgiques atteints de ces deux pathologies, ceci afin de faire connaître cette plainte? Ça me laisse un peu perplexe comme question, mais pourquoi pas? Oui, bien sûr. Il faudrait que cette dame m'appelle, qu'elle m'explique davantage quelle est la situation, ce qu'elle attend de moi et comment une action de notre part pourrait contribuer peu ou prou à l'action qu'elle mène elle-même. Oui, bien sûr, si elle m'appelle, j'essaierai de faire en sorte d'apporter ma contribution si celle-ci a une quelconque utilité. Merci maître. On a Nathalie qui nous demande si c'est une action de groupe. Alors une action de groupe, ça a une définition bien précise. Disons que c'est une action groupée. D'accord, merci maître. Ensuite, on a Laurence qui nous dit: bonsoir, je voudrais savoir quand les plaintes seront déposées et à quel délai s'attendre pour l'ensemble de la procédure. Alors quand les plaintes seront déposées, je vous l'ai dit, j'attends d'avoir 100 plaintes pour déposer le premier lot de plaintes, si j'ose dire. Et puis ensuite, elles seront déposées au fil de l'eau, c'est-à-dire que comme dans les autres affaires que j'ai eu à traiter de la même nature, j'attendrai d'avoir 20-25 plaintes et puis je retournerai au parquet, je les déposerai en complément des premières. Mais enfin, une fois que les premières 100 plaintes sont déposées, il y a un numéro de parquet qui lui est attribué à ce dossier et toutes les plaintes qui viennent ensuite compléter le jet initial portent le même numéro de parquet. Donc ça aussi pour dire à ceux qui s'en préoccupent qu'il n'est pas trop tard pour agir, parce que parfois certains m'écrivent en me disant ah oui, j'ai pris un peu de temps, j'étais pas disponible, j'avais pas les éléments, j'avais pas eu connaissance. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour agir? Non, il n'est pas trop tard pour agir, on peut toujours agir dans le cadre de cette procédure et on pourra encore agir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc quand ces plaintes seront déposées, dès que j'en aurai 100, vous le saurez, et cette plainte sera déposée et prendra ce numéro de parquet qui ouvrira le début de la procédure. Combien de temps ça va prendre? Impossible de vous répondre. Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre plusieurs années. Le combat qui n'est pas comparable, mais qui tout de même ressemble par certains aspects au combat que nous menons pour le sang contaminé, a pris plusieurs années. Et ce sont des combats de longue haleine. Donc il faut se préparer à un combat de longue haleine. Merci maître. Ensuite, on a Olivier qui nous demande: dans une plainte commune de ce type, si l'action échoue, peut-on être débouté et condamné à payer des indemnités à la partie adverse? Alors, j'ai répondu à cette question tout à l'heure, il n'y a pas de partie adverse, c'est une plainte contre X, donc on ne vise pas quelqu'un en particulier, et on ne peut pas être condamné à payer quoi que ce soit, qui que ce soit, dans le cadre d'une plainte où on est légitime, parce qu'on est plaignant, parce qu'on est victime, à faire en sorte que la vérité soit
dite et qu'elle soit faite et que la lumière soit faite sur une situation. Donc il n'y a pas de risque de retour de bâton et de dire que nous sommes face à une dénonciation calomnieuse. Il n'y a pas de possibilité dans ce type de dossier à dénonciation calomnieuse. D'accord, je suis en train de parcourir les questions. Il y a beaucoup de commentaires. Alors, il y a Lily Hallel qui nous demande si ça nous coûte quelque chose, mais bon, il faudra qu'elle regarde le début du live en replay et elle aura sa réponse. C'est 240 €. Ensuite, alors il y a Laure qui demande, bonsoir maître, cette plainte concerne-t-elle nos familles aussi qui souhaitent porter plainte, car je trouve qu'elle est davantage formulée de telle manière à ce qu'elle soit uniquement, que ce soit uniquement nous. Non, elle concerne aussi les familles, elle concerne tous ceux qui sont victimes directement ou indirectement de la situation. Donc les familles sont tout aussi victimes que le patient entre guillemets lui-même. Donc les familles peuvent être visées par la plainte, bien évidemment. Alexandre nous demande, est-ce qu'il y aura une constitution de partie civile dans un second temps? Tout à fait, bien sûr. Bien sûr que nous nous constituerons partie civile et que chacun d'entre vous sera donc partie civile pour obtenir une réparation du préjudice qu'il a individuellement cette fois subi. Ok, c'était la dernière question, je vois. Donc,